Bonjour gens de la TCBH, ici Wilson Henley pour votre téléjournal local. Commençons. Mercredi a eu lieu la consultation publique concernant l'urgence de Trois-Pistoles. La TCBH était sur les lieux. Voici un survol pour ceux qui n'étaient pas présents. Dès 6h30, le stationnement de l'église était plein. Il y avait un brigadier pour diriger les véhicules. À 6h45, la file pour entrer s'étirait dehors sur une bonne centaine de mètres. À 7h, il n'y avait plus aucune place assise. À 7h15, la séance débutait en commençant avec un mot du maire de Trois-Pistoles, Maurice Vanet. Des gens de cœur, c'est ce que nous sommes dans les Basques et dans le Bas-Saint-Laurent. Messieurs, mesdames, au gouvernement, au CIS et à Santé Québec, écoutez ce qu'on a à vous dire. Maurice fut suivi de Stéphane Rioux, préfet intérimaire de la MRC des Basques. Mais quand on nous attaque d'autre part, du côté, rappelez-vous l'histoire, c'est qu'on a toujours gagné nos batailles. Et celle-là, je peux vous dire, on va encore la gagner parce que déjà ce soir, on montre au gouvernement qu'on n'est pas là pour se laisser faire. On va se battre jusqu'au bout et on va la gagner, cette victoire-là. Après, des paroles très mobilisatrices de la part des médecins Maxime Martin et Émilie Pelletier. Je vous résume ça très sommairement, mais ça a été surtout ça, le climat, je vous dirais, un manque de transparence, puis surtout un manque de collaboration. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, je vous le garantis, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui a fait la différence dans la dernière année, c'est vraiment votre engagement qui a été soutenu tout au long de l'année, notamment avec vos témoignages. Je pense que mes collègues pourront le dire aussi, mais c'est pas passé une journée où il n'y a pas quelqu'un qui nous a témoigné la différence que l'urgence a fait dans sa vie à un moment pour soi-même ou pour un de ses proches. Moment puissant lorsque le docteur Maxime Martin a souligné le travail du corps infirmier et la foule a acclamé avec vigueur. C'est sincèrement grâce à eux qu'on arrive à donner des soins d'urgence 24 heures sur 24. Puis ils sont tous à ma droite. Fait que je tenais à le souligner. Si vous pourriez vous lever et leur donner une bonne main d'applaudissements. Éric Malenfant de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu et Pascal Gagnon de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles ont pris le micro. Moi, j'ai servi la messe pendant 10 ans. Là. Ça fait partie de mes secrets cachés que maintenant tout le monde sait dans les bases. J'ai jamais vu une si belle messe, franchement. En tout cas, il y a quelque chose qu'on va pouvoir dire à soir. C'est comme une messe. On s'est levé, on s'est assis, on s'est levé, on s'est assis. Il y a une chose qu'on fera pas à soir, c'est se mettre à genoux. Ils furent suivis par Kim Beaulieu, infirmière à l'urgence et représentante syndicale. Nous allons continuer à militer, non par peur de perdre nos emplois, mais par peur de perdre quelque chose d'aussi essentiel. L'accès à des soins de proximité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour chacun d'entre nous, un service indispensable que nous méritons ici dans notre communauté. Aujourd'hui, nous avons besoin et nous réclamons des garanties claires, pas un simple report de décision. L'incertitude épuise, l'attente fragilise. Il est temps d'agir, pas demain, pas plus tard, maintenant. Un discours de Pierre-Paul Malenfant qui se décrit comme un vieux routier des services de santé. On veut être clair, peu importe la couleur du parti politique qui sera au gouvernement en octobre prochain, tous les partis politiques doivent s'engager clairement, dès aujourd'hui, à ne pas couper les services de notre urgence. Ils doivent dire clairement et fermement à Santé Québec, aujourd'hui et dans l'avenir, il n'est pas question de toucher à l'urgence de Trois-Pistoles, ni de celle de Pointe-des-Gameaux. Voilà ce qui est entendu. Poursuivons notre mouvement populaire. Merci. Le maire Maurice Vanet est retourné au micro pour lire une puissante résolution. Attendu que le CIS du Bas-Saint-Laurent et Santé Québec ont manifesté leur intention de restreindre ou de suspendre les services offerts à l'urgence de l'hôpital de Trois-Pistoles, les Basques,
Attendu que toute réduction de ces services contribuerait à accentuer la dévitalisation d'un territoire déjà fragilisé, attendu que cette initiative gouvernementale bénéficie d'aucune acceptabilité sociale, on le voit bien ce soir, la population s'étant exprimée massivement et clairement contre toute coupure, attendu qu'une réduction des services à l'urgence de Trois-Pistoles-les-Basques aurait des impacts néfastes sur l'accès aux soins de santé et sur la santé générale de la population des Basques, attendu que le gouvernement en place ne dispose d'aucune légitimité démocratique pour imposer de telles mesures, attendu que l'incertitude entretenue par Santé Québec et le CIS du Bas-Saint-Laurent quant à leurs intentions nuit gravement à l'attraction et à la rétention des nouvelles ressources professionnelles essentielles au bon fonctionnement de l'établissement, attendu que le CIS du Bas-Saint-Laurent a annoncé le 6 février faire un pas de côté et retourner à la planche à dessin quant à la décision de couper les services à l'urgence de Trois-Pistoles, attendu que les propos du PDG du CIS du Bas-Saint-Laurent n'offrent rien de rassurant pour la sauvegarde à long terme de l'urgence de Trois-Pistoles, il est résolu que, proposé par Guillaume et appuyé par, j'imagine, toute l'Assemblée, que cette Assemblée citoyenne réunie ici en l'église de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles en ce 11 février 2026 exige que Santé Québec et le CIS du Bas-Saint-Laurent mettent fin immédiatement à toute procédure, démarche ou projet pouvant mener à long terme à la réduction, la limitation ou l'abolition des services d'urgence à l'hôpital de Trois-Pistoles-les-Basques. Ceux qui seraient en faveur, s'il vous plaît, levez les mains. Un petit instant, Maurice. Ah, excuse. Avant le vote par le public sur la résolution, les micros du plancher se sont ouverts et les gens de l'audience ont pu offrir des témoignages touchants. Je veux aussi dire à nos super gérants de la santé qui nous imposent une telle inquiétude que nous, on veut pas seulement la tranche de pain, mais on veut le pain au complet! Ce soir, je suis heureux, puis un peu malheureux de voir tout ce monde-là. Heureux parce que le monde se sont mobilisés, mais si notre gouvernement aurait fonctionné normalement, ben on ne serait pas ici. Fait que bravo à tout le monde, puis merci à tous ceux qui se sont impliqués pour ce projet-là. Mon nom est Gilles Pelletier, je suis le porte-parole pour le comité de maintien des services médicaux d'urgence 24/7 de Ponégamouk. Nous sommes ici ce soir 4 représentants du comité et je veux simplement vous dire que on vient vous supporter, nous aussi, comme tous les gens qui se sont déplacés chez nous le 14 janvier dernier pour 450 personnes dans l'église d'Escourt. Ça fait qu'on vient vous donner votre support. Notre support. D'un seul geste uni et fier, toute l'audience a voté en faveur de protéger l'urgence à tout prix. Faisons notre devoir démocratique et ceux qui sont d'accord avec cette résolution, levez la main. Guillaume Legault, représentant national du syndicat APTS, a offert quelques paroles. Les travaux du comité de vigie vont devoir se poursuivre. On ne doit vraiment pas baisser la garde. La menace est toujours présente et c'est à nous de nous assurer de tirer ça au clair une bonne fois pour toutes. Et ça va passer par le fait de se mobiliser, de se rassembler, de se parler. On est très bien capable de faire ça dans notre milieu. Je pense qu'on le voit aujourd'hui. Puis je souhaiterais vraiment vous remercier en conclusion de votre merveilleuse participation. Merci. Un mot de remerciement de la parole de M. Vanney a conclu la consultation publique. C'est pas un mot de clôture vraiment parce qu'on va continuer. Pas ce soir. On va prendre un break ce soir. Écoutez, un petit mot de remerciement, un gros mot de remerciement
à toutes vous autres qui sont présentés ici, à tous ceux qui auraient voulu y être et qui n'ont pas pu y être. Donc, merci encore une fois d'être venus. C'est un acte citoyen que vous avez fait et on l'apprécie beaucoup. La salle était pleine, l'énergie était puissante, les mots étaient profonds et porteurs de dignité. C'était un moment historique pour notre petit coin de pays. Ghislain s'est entretenu avec Charles Lavoie, maire de Notre-Dame-des-Neiges, ainsi que Stéphane Rioux, maire de Saint-Jean-de-Dieu. Entre autres sujets, l'urgence de Trois-Pistoles. Voici les deux entrevues. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles en compagnie de M. Charles Lavoie, le nouveau maire de Notre-Dame-des-Neiges. Hey, félicitations, M. Lavoie. Merci, M. Vachon. Félicitations. Donc, c'est un peu en retard, en tout cas, puis bonne année. En tout cas, on va jamais trop tard pour bien faire ou bien dire. Puis, donc, ça a été, c'est bien reçu, votre élection à Notre-Dame-des-Neiges? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pourrais en profiter pour remercier la population de Notre-Dame-des-Neiges de m'avoir appuyé, puis d'avoir appuyé aussi les gens qui sont autour, les 6 conseillers. D'abord, il y a 3 conseillers qui ont rentré par réclamation. Il y a 3 conseillers qui ont rentré par les voix. Alors, c'est tout à l'honneur de nos citoyens. Ah ben félicitations, hein, parce que vous savez, on ne sait jamais, quand il y a 2 équipes, là, on ne sait jamais quel va être le verdict. Hey, ça va être quoi les projets là, du nouveau maire Notre-Dame-des-Neiges? Il va se passer quoi à Notre-Dame-des-Neiges? En fait, les projets, c'est des projets qui se continuent. Dans le fond, c'est un peu les projets qui étaient sur le plan triennal de 2025. Il y a les routes qui sont à refaire. Il y a la 293, justement, puis vous m'enlevez les mots de la bouche, qui dans le fond... Mais là, on n'a pas entendu parler, là, ça... Oui, mais dans le fond, c'est un peu là pour des fois ralentir ou faire sortir des idées. Mais nous, notre idée déjà faite pour 2027, là, où les citoyens de deuxième rang-centre vont avoir des services... c'est parce que Notre-Dame-des-Neiges, il faut qu'ils investissent avant que l'autoroute passe. Hein? Il y a des infrastructures à fabriquer. Oui, c'est ça. Fait que, ça peut être fabriqué une fois que l'autoroute est là. Oui. OK, donc le projet s'en vient. Par de ça, sinon, le reste, c'est pas mal de la poutine ordinaire, c'est-à-dire les travaux publics en général, la machinerie pour les travaux publics. Là, le regroupement, il arrive quoi avec ça? En fait, le regroupement, il y a des fois tout se passe pour le mieux, finalement. Le regroupement que moi, je m'étais prononcé pour un référendum. Puis en 2025, c'est-à-dire en décembre 2025, mais... L'année passée. Tout compte fait. Oui, c'est loin derrière nous, là. Il y a 5 semaines. Un an. Il y a 5 semaines. Ouais. Puis en fait, la population est venue nous voir, puis ils nous ont dit, les gens des chalets sont pas là, puis après ça, c'est tôt pour l'information, puis ils nous ont dit d'aller refaire nos devoirs, puis on l'a bien accepté, puis on l'a remis ça plus tard. Pour l'instant, on n'a pas de date de mai, mais seulement le référendum est encore sur la planche, bien gravé sur la planche, mais il n'y a pas de date de mai dans le coin gauche ou dans le coin droit. On ne se le cachera pas, M. Lavoie. C'est pas parce que l'hôpital est à Trois-Pistoles, si vous êtes à Notre-Dame-des-Neiges, que ça ne vous touche pas. Les urgences. Pour venir à l'hôpital, il faut que les gens passent par Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, absolument. Toutes les voies. Tout, absolument. Effectivement, on est sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges. Quand on arrive à l'hôpital. Je vois que c'est à Notre-Dame-des-Neiges, puis que en tant que maire, votre position, j'imagine, que vous êtes contre la fermeture. Mais je veux dire, le conseil municipal et tout ça... Là, présentement, on se rencontre lundi prochain parce que, dans le fond, ça faisait déjà un mois qu'on ne s'était pas rencontrés. Fait que c'était pas tellement chaud encore dans ce temps-là, malgré qu'on avait soulevé, mais on n'avait pas de point à l'ordre du jour. Mais là, c'est sûr que lundi prochain, on a un point à l'ordre du jour à ce sujet-là. Mais j'ai vu M. Vanier passer, justement, je pense qu'il a passé à vous, puis il a passé dans plusieurs médias, puis je le supporte avec lui, on est 100%, ou même plus que 100, là. C'est peut-être 200% d'accord avec tout ce qu'il dit, qu'il faut que ça reste, puis il faut que ça continue, tout simplement. Puis là, moi, je veux dire, en anecdote, vous allez l'entendre souvent, mon anecdote, c'est parce que là, les gens sont craqués pas mal, hein? Parce que là, on dit, on va bloquer à 132, on n'a pas le droit de dire ça. Excusez, on ne le dira plus, il ne faut pas bloquer à 132, c'est un acte illégal. Sauf que j'étais en train de mettre de l'essence, puis il y avait une personne, c'est un gros contracteur. Il était en train de jaser, puis il racontait qu'il y avait dans sa famille un enfant qui, s'il n'y avait pas eu l'urgence de nuit ici, il était mort. Puis il me disait, avec la quantité de taxes et d'impôts que je paye, là, il dit, moi, je vais bloquer à 132 avec mes machineries. La santé, c'est... Oui. Non, mais là, c'est du monde, là, demain. $1 milliard par semaine, la santé?
Mais ouais, mais ils sont craqués, les gens, déjà au début. Là, puis on nous dit que c'est de la consultation. Là, il y en a déjà, on va la bloquer, la 132. Oui, oui. Et mon Dieu, là, ça part, je veux dire, pour le gouvernement, ça part mal. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Puis, dans le fond, on n'est pas obligé de bloquer à 132. C'est juste que des fois, il y a des véhicules qui vont moins vite. Puis, c'est ça, on peut ralentir à 132. Mais de toute façon, juste pour dire qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux, là, en passant, il va y avoir à l'Église à ne pas manquer. Là, ben justement, à l'Église, moi j'ai une anecdote là-dessus. Parce que mon épouse, Nadia Fraser, elle est native de Saint-Octave-de-Lenny. C'est une paroisse qui ont fermé en arrière de Capuchon. D'ailleurs, si vous voulez la voir quand elle était jeune, là, ils ont fait un film chez nous, c'est dans l'Office national du film. Puis, ça, c'est les opérations dignité. Exactement ça. Puis là, il y avait les fermetures de paroisse. En fait, il y avait au-delà de 70 paroisses qui devaient fermer dans ce temps-là. L'Esprit Saint était supposé fermer L'Esprit Saint, puis justement, avec Dignité 2, à l'Esprit Saint, l'Église s'est non seulement remplie, mais la cour était pleine. Ils ont même séquestré Jacques Pence. Oui. Qui n'était pas ministre à l'époque. Ben oui, mais dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se présenter. Il faut que la population se présente. Les ministres, venez nous voir à Trois-Pistoles. On a affaire à vous. Oui. Donc, on a affaire à vous. Non, c'est ça, c'est vraiment, on jurerait qu'on est retombé d'une opération dignité. On dirait, l'Esprit Saint s'en est tiré, oui, mais Saint-Nil s'en est jamais tiré. Il y en a beaucoup qui ont fermé, là. Ben oui. OK, fait que, il ne faut jamais se fier là-dessus. Et imaginez que ça ferme Trois-Pistoles. Non, ben là, c'est impensable. Là, tout ce qui nous restait de titre de ville, on vient de le perdre. Ben oui, c'est sûr, parce que là, on voit des médias qui mettent de l'accent sur l'école, mais d'après moi, c'est pour éteindre le feu de l'hôpital, temporairement. Ben oui, en tout cas, mais je ne veux rien enlever aux écoles, parce que les écoles aussi, c'est important. Ah, tout. J'ai été dans un conseil d'établissement longtemps. Si on regarde le budget québécois, l'éducation pour la santé, là, mon Dieu Seigneur, c'est tellement deux grosses pointes de tarte qu'il ne reste pas grand-chose pour les affamés. Là. Non. Donc, c'était très important, les deux. Bon. Mais ici, ce matin, Michel Lagacé nous disait, on est dans une région où la population vieillit rapidement. Ben oui. Mais les Basques, on est un âge médian très élevé. Puis ça vieillit rapidement parce que les jeunes s'en vont. Sauf que là, il y a des jeunes qui reviennent puis ils disaient, mais là, enlève l'hôpital, c'est l'attractivité. Oui, c'est sûr que ça joue. Là aussi, il faut être conscient. Ici, on était à combien de kilomètres de Rivière-du-Loup? Dans le fond, c'est plus qu'une demi-heure un peu. Là. Quand tu vas aller à l'hôpital, là, c'est près de 45 minutes avec la circulation. Là. Jouer là-dedans. Puis Rimouski, c'est 1 heure. C'est 1 heure. C'est 1 heure. C'est quand ça presse. Il se passe des minutes pendant 1 heure, puis des 45 minutes. Ah, mais c'est quand ça presse, là. Puis souvent, si on arrive à une place, tout de suite, ils nous packent puis ils nous renvoient à l'autre. Donc, ici, si on peut sauter une étape, c'est bien. Hein? On arrive ici à l'urgence de Trois-Pistoles. Il y en a plusieurs qui ont sauté des étapes ici, là. À l'urgence de Trois-Pistoles, mon homme, on t'arrête même pas à Rivière-du-Loup. Toi, tu vas à Québec. Oui, ils dispatchent au bon endroit tout de suite. Il n'y a pas de perte de temps. Donc, ça n'existerait plus. Ça n'existerait plus ici. Eh bien, M. Lavoie, encore une fois, puis merci encore de votre présence. C'est un immense plaisir de venir à votre télévision qui permet à notre région d'être informée pour l'information très locale. Merci beaucoup. Ça permet de bien connaître tout ce qui se passe dans les activités. On essaye. On va vous dire souvent, les gens, mais vous n'avez pas couvert ça. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup. Hein? Voilà, et puis, on n'a pas les ressources des grands réseaux qu'eux autres, même, commencent à couvrir moins. Donc, on essaie de couvrir tout, mais si on ne le sait pas, on ne se rendra pas. Je vais en profiter, je vais faire du millage. Si on ne sait pas, on ne sait pas qu'il va y avoir une activité là, dans votre municipalité là, ou dans des événements dans vos organismes, c'est sûr et certain qu'on ne sera pas là. Dites-nous-le à l'avance, si vous êtes intéressé, même, venez en parler à l'avance, puis on ira couvrir. Encore une fois, M. Lavoie, merci beaucoup, puis on se reprend. Parfait. Bonne fin de journée. Vous aussi. Bye. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. Bonjour, Ghislain Vachon, ici à nos studios de Trois-Pistoles, en compagnie du maire de Saint-Jean-de-Dieu, M. Stéphane Rioux. Bonjour, M. Rioux, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui, ça va très bien. Je vais vous féliciter. Félicitations pour votre élection. Merci. Donc, le monde va dire, les élections, c'est en novembre, oui, mais on ne s'est pas vu depuis ce temps-là. Ça va bien, Saint-Jean-de-Dieu? Oui, ça va très bien. Le conseil est en place, que là, on travaille fort présentement. Les projets avancent. On a parlé la semaine passée de notre projet de garderie avec M. Lebel. Présentement, en 2026, malheureusement, il ne devrait pas avoir d'annonce, sauf que nous, on va se rencontrer le 9 février à notre réunion du mois et on va en reparler pour faire probablement monter un projet
Mais là, on parle d'une grosse garderie? Là, on parle d'une 24 places, aux alentours de 24 places. Parce que la demande à Saint-Jean est là. Ça fait des années que les gens veulent avoir une garderie. On a beaucoup d'entreprises qui attendent ça. Il y a des familles qui vont porter leurs enfants, même ici à Trois-Pistoles, dans une garderie privée. Manque de place à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, en 2026, on va travailler sur le projet. On va informer les gens. On va faire probablement une consultation, mais on va plus en parler le 9 février à notre séance. Important pour les jeunes familles, hein, pour sécuriser l'occupation du territoire. Ça attire des familles. Puis, pas de garderie, ça fait. C'est comme pas d'école. C'est comme pas d'école, pas de station-service, pas de dépanneur, finalement pas personne. En plein. Okay. À part ça, d'autres projets intéressants à Saint-Jean-de-Dieu? On a le projet de l'Arena aussi qu'on a déjà fait les démarches. Notre conseiller trésorier a été une réunion le 29 janvier à la Bocatière pour justement s'informer davantage sur le programme. Je sais qu'on va se réunir encore avec l'ingénieur aussi, l'architecte, pour voir si on peut en mettre un peu plus sur le projet. Je sais qu'il y a une autre assemblée un petit peu plus tard, puis que Rémi, notre conseiller trésorier, va toujours aussi travailler là-dessus pour élaborer un vraiment projet, parce qu'on a jusqu'en fin mai, début juin pour déposer notre projet, mais on veut le déposer avant pour être sûr. On parle de combien environ? Hein? Le projet de départ était dans les 700 000. Mais là, je pense qu'il y a les gradins aussi qu'on voudrait peut-être mettre parce qu'on n'a pas de gradins. Là, on parle de quoi? Là? Vous voulez refaire le système de réfrigération? Non, c'est pas le système de réfrigération parce que là, ça coûterait extrêmement cher. Oui, c'est ça, je dis 700 000. On parle de plusieurs millions. Mais là, on parle des chambres. Alors, on n'a pas les chambres d'arbitre, que la chambre d'arbitre est 18. On parle des chambres du côté féminin qu'on n'a pas de chambre pour les femmes. Après ça, on parle des chambres. Rénover toutes les chambres, les salles de bain, les douches, parce que ça fait 40 ans que ça n'a jamais été rénové. Donc, c'est rendu désuet. On parle des bandes, on parle justement des estrades, la cabane, le chronométreur aussi. Donc, ça peut monter au-dessus. Oui, le 700 000, je pense que vous allez avoir. Lorsqu'on parle des estrades et des bandes, on va dépasser probablement le million, mais parce que là, il faut profiter aussi des subventions, parce que on n'a pas eu de subvention depuis 40 ans pour l'Arena. Donc, si ça passe, on espère d'avoir la subvention. Effectivement. D'autres choses, y a-t-il des chemins, des routes, quelque chose, des développements? Les routes, on parlait du rang 8, asphaltage du rang 8 à 2 millions, mais on a déjà une rencontre avec le ministère des Transports et en 2026, c'est l'année des élections. Et le budget... Ceux qui ne savent pas trop, c'est où le rang 8? Là, le rang 8, c'est à la sortie du village, vers Trois-Pistoles. C'est un projet d'au-dessus de 2 millions. Et, la piste de VTT, là? Un petit peu avant, c'est là où aussi on a notre parc industriel. Un petit peu plus en haut. Il y a des industries, puis je sais que les industries attendent après ça parce que la bas-poussière. La bas-poussière, ça fait, mais à un moment donné, le monde se tanne aussi. Là. Fait qu'en 2026, c'est la même chose. Le ministère des Transports, les budgets au niveau des routes est complètement vide. Ils nous l'ont annoncé, ils nous l'ont écrit. Ils l'ont écrit, fait qu'on va attendre. On va essayer de remettre ça en 2027, peut-être avec un nouveau gouvernement qui va peut-être trouver des sous. Année d'élection, profitez-en. Ouais, sans faire des promesses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des projets à Saint-Jean-de-Dieu? On a toujours le camion de pompiers dans lequel notre chef pompier, Christian Sirois, va travailler pour élaborer un plan, pour des devis. Ça, c'est toujours... la couverture des incendies, le gouvernement commence à mettre beaucoup de pression. Oui, puis au niveau de la MRC, là aussi, il y a un comité qu'on est en train de former pour comment ça va se passer au niveau de la régie. Donc ça aussi, quand ça va être déterminé, on va savoir un petit peu plus où s'enligner aussi. Là, vous êtes préfet adjoint. Oui. OK, donc beaucoup de responsabilités. Oui. Là, j'imagine qu'à Saint-Jean-de-Dieu, l'urgence de Trois-Pistoles, vous ne parlez pas de ça? Oui, on en parle beaucoup, parce que là, présentement, il y en a-t-il qui vous ont parlé de fermer la 132? Moi, on le disait, puis j'ai arrêté de le dire, puis il y a quelqu'un qui m'a dit... Non, on dirait que ce serait ça que le gouvernement voudrait faire. On est une petite MRC, puis avec des services de base essentiels que le gouvernement, présentement, on dirait qu'il ne nous aide pas du tout. Oui, on en a parlé au conseil. D'ailleurs, on organise un autobus le 11 février pour venir à l'église, le soir à l'église, la consultation publique. Je pense que ça va faire excusez le québécisme, il va y avoir un line-up à la porte de l'église, je pense. J'espère. Il faut qu'il y ait un line-up, puis il faut que les gens se mobilisent, puis quelle que soit la décision qui va être rendue par Santé Québec, que si elle est positive, tant mieux. Si elle est négative, je ne pense pas que les paroisses vont en rester là. Ils n'accepteront pas que notre urgence ferme ou on réduise les services parce que c'est une urgence de qualité, que ça fait des décennies qu'elle est présentement ici, qu'elle a prouvé son efficacité durant ces décennies. Ça créera un désert médical.
Oui, effectivement. Puis là, il faut penser aussi que si ce serait un désert médical, bien, si on ferme des services, les médecins s'en vont. Nous, nos CLSC dans nos petits villages, qu'est-ce qui va arriver avec ça aussi? C'est que tous les problèmes vont débouler et ça va se fermer de plus en plus. Nos personnes âgées aussi, il faut penser aux services qu'ils ont. Plus d'urgence, plus de... ce qui vont rester dans les milieux comme à Saint-Jean-de-Dieu. Pour résidences personnes âgées, où ce qu'ils vont dire, on s'approche-tu des grands centres pour avoir même pas venir à Trois-Pistoles, ça donne quoi? Là? Effectivement, c'est en plein ça. Ça donne quoi? Donc, c'est ça. Alors, encore une fois, en invitation aux gens, là, c'est le 11 février à l'église de Trois-Pistoles. Venez en très grand nombre. Amenez vos amis. Donc, c'est ça, parce que si le gouvernement, s'il y a 50 personnes dans l'église, le gouvernement va dire « c'est où qu'on coupe la prochaine fois? » Donc, c'est ça. Et il y a aussi, je voudrais rajouter, il y a aussi le 18, que là, les gens du CI3S qui vont venir à Polyvalente pour nous expliquer c'est quoi leur projet. Donc, c'est là aussi, il faut être très nombreux. C'est important de les accueillir. Pas l'image, mais les accueillir. De leur faire sentir qu'il n'y a pas question qu'on baisse nos exigences, qu'on garde ce qu'on a, nos acquis. Ça a été prouvé, ça a fonctionné. Donc, pourquoi enlever quelque chose qui fonctionne? Puis, on se fait dire que c'est pas pour l'argent. On se fait dire, mais on sait tous que c'est pour l'argent. Mais à quelque part, parce que semble-t-il qu'on a trop de services pour le nombre de personnes qu'on a ici, puis ça dérange. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit par en arrière. Là. Ils ont dit comment ça que Trois-Pistoles, vous avez plus de services que les autres? Ben, c'est au lieu de tirer tout le monde vers le haut, on veut tirer tout le monde vers le bas. C'est ça, effectivement. Donc, il y a un problème. Hey, à part ça, M. Rioux, l'année 2026, vous voyez ça comment, là, vous, en tant que nouveau maire? Là? Ah, bien, 2026, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Moi, je vais terminer mon métier d'enseignant en juin. J'ai donné ma démission la semaine passée, justement, pour pouvoir m'occuper davantage de la municipalité au niveau de la MRC présentement. Mais les projets qu'on a prévu de faire, ça avance. On en parle, on en discute des fois, mais il faut aller de reculons, mais... Il faut aller avec là où le financement est aussi. Et le financement est aussi, puis on ne veut pas non plus faire monter trop de les projets. Taxes. Parce que vous savez, les taxes, chaque municipalité compare avec la voisine. Eux autres sont plus bas. On est à côté un petit peu. Hein, fait que, donc, c'est ça. Ah, ben, merci beaucoup, M. Roux. On va vous réinviter dans l'année. Si vous avez d'autres choses, appelez-nous. Puis encore une fois, félicitations. Puis bon, on suit ça, ce qui se passe à Saint-Jean-de-Dieu. Puis tenez-nous au courant. On va envoyer nos caméras. C'est rendu qu'on a quelques personnes maintenant. On va pouvoir couvrir plus le territoire. Super. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. C'était Ghislain Vachon, ici à Trois-Pistoles. J'ai eu le plaisir de participer à la chasse au trésor du capitaine Maboule samedi dernier, le 7 février, dans le cadre de la 32e édition du festival Opti-Neige à Notre-Dame-des-Neiges. Violette était très heureuse dans son petit traîneau. Voici quelques images de l'événement. Hop. Vous cherchez la... Je sais bien la retrouver, mais je n'aime mieux qu'il la cherche, qu'il cherche sa boule. On voit plus gros que la corneille, oui! Après ça, le livre... Ah, moi, je vais te le dire. Que fait l'eau à 100 degrés Celsius? Qu'est-ce qu'a fait l'eau à 100 degrés Celsius? Bon. Toujours les mêmes qui ont toutes. C'est un enfant qui a grandi. Mais dis, c'est ici, là. Hey, Nessie. Ah, il a trouvé. 60! Attends, tu veux que je fasse des photos? Hey! C'est incroyable! C'est incroyable! Hey, monte ta boule! La boule, du pirate, la boule! Ça va, je suis prêt? Ouais.
Les desserts sont donnés, hein? Qu'est-ce que t'as eu, Brian? Du chocolat en argent. Puis c'était quoi les autres affaires? Un cache-cou. Puis ça, c'est quoi, un coquillage? Bon, super. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas leur petit faux col? Dans ton cœur, c'est là? Bon, là, on recule un petit peu, les enfants. Reculez. Je vais lancer quelque chose. Reculez. Vous avez plus de chance plus loin. Je suis fort. Non, fort. On est bien ici. Là, perds pas ta boule, hein? Ça fait 60 ans, là. Attention. Attention, on reste reculé. Attention. On peut n'avoir rien qu'un. Non, on le donne à quelqu'un d'autre. Et ça. C'est qui n'a des plus chers, on peut partager. En autre direction. Êtes-vous d'accord? On va donner des bonbons au propriétaire qui veut donner le hockey. Ouais. Il va pas. On les a donnés au propriétaire. Ah, ben merci à vous. Hop là. Wouhou! OK. Le capitaine du traversier, rappeur, ancien président de l'Escale et père de famille, Jean-Philippe Rioux est venu en studio discuter avec Maxime Gagnon. Ils ont parlé d'à peu près tout. Puisque c'est une longue entrevue qui va en profondeur, voici un court extrait pour vous. L'entrevue est disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Et petit aparté d'ailleurs, toutes nos capsules reportages, nos émissions et notre contenu télévisé est aussi disponible sur la chaîne YouTube. C'est un excellent moyen de voir ou revoir mon joli visage, de le partager et d'encourager notre travail. Je vous invite à vous y abonner pour ne rien manquer. Maxime et Jean-Philippe Rioux en studio, on écoute. Bonjour tout le monde, ici Maxime pour la télé communautaire TCBH. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec nul autre que Jean-Philippe Rioux. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Max. Premièrement, Jean-Philippe, quand on entend le nom Jean-Philippe Rioux, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser à capitaine du traversier, ouais. Président de l'Escale. Non. Non? Non? Plus maintenant? Non. Ah! C'est dommage, mais tu l'étais quand même oui, au début. Oui, je le suis plus depuis, ça fait avant les fêtes. OK, bon, on a le temps d'en reparler. Puis aussi, en fait, et rappeur. Aussi. Oui. Donc, mais toi, aujourd'hui, comment, à travers tout ça, là, comment tu te définirais? C'est quoi que tu mettrais de l'avant en premier comme qui te représente le plus? Et, bien, je veux dire, la musique et la mer, pour moi, c'est vraiment les deux bases fondamentales, si on veut, là, dans ma vie. Travailler sur l'eau, ça fait depuis que je suis jeune que je voyage sur l'eau. Fait que ça me définit bien d'un côté. Puis de la musique, ben, c'est vraiment mon alter ego, si on veut, entre le capitaine et le rappeur. Capitaine plus sérieux, puis rappeur plus artistique. Ouais, mais en fait, les gens qui me connaissent, je suis toujours la même personne partout. J'ai pas... je joue des rôles différents, mais moi, personnellement, je m'adapte dans mon rôle. Je ne joue pas des rôles selon le chapeau que je porte. Tu restes toi-même. Oui. Mais est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relierait les 4 rôles que j'ai nommés
qui aurait un fil conducteur qui fait que c'est toujours JP qui est là? Genre? Ben, en fait, quand je suis au travail comme capitaine, ben, tu vas me voir dans la timonerie, puis ça arrive parfois que ça arrive très souvent que je mets de la musique au travail, que je vais même des fois avoir des poussées d'inspiration, puis d'écrire 2-3 lignes sur le coin de la table à cartes, parce que c'est là que ça se passe. En même temps, quand je fais mes chansons, ben, il y a plein de chansons qui ont plein de petites connotations maritimes au travers. Fait que ça l'un vogue dans l'autre, ainsi de suite. Les passions s'alimentent entre elles? Oui. Oui? Oui, certainement. Okay. Fait que ça fait juste augmenter le niveau d'énergie puis de pouvoir créer plus. Je suis une personne qui est assez créative dans la vie. J'aime ça, pouvoir mettre mon cerveau haïtien pour créer, trouver des solutions. Autant que ce soit sur le bateau comme capitaine, la création pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a, autant la création musicale Fait que ça serait vraiment la créativité qui unirait toutes ces fonctions. C'est là que tu te donnes, c'est avec ton talent créatif. Certainement. Sinon, allons vers l'enfance. Je suis curieux, je voudrais savoir, quel genre d'ado tu étais? Oh, yeah. Parce qu'on parle de rap, donc... j'étais un petit bum, hein, bien évidemment. Sauf que c'était facile. L'école, pour moi, c'était facile. Fait que j'avais pas besoin d'étudier, j'avais pas besoin de forcer, j'avais des très bonnes notes. Ce qui a fait en sorte que Tu t'ennuyais? Je m'ennuyais, puis je faisais faire peut-être le clown de classe, mais... j'ai toujours eu un goût de défier l'autorité, de façon de trouver, non seulement de la défier, mais de lui faire comprendre que j'étais capable de jouer dans les marges et que c'était correct. Je sais pas si tu me suis. C'est de pas nécessairement se conformer à l'autorité, ce qu'elle veut, mais lui montrer, hey, j'ai ma propre manière de faire. Puis, Oui, d'une façon-là, mais ou sinon démontrer que ce qui était demandé par l'autorité, ben c'était pas nécessairement la bonne chose. Moi, être capable de prouver à l'autorité qu'il avait tort, ça, c'était mon fun. Oh! Fait que, donc, dans les classes, puis c'est pas tous les profs, là, il y a des profs avec qui je me suis super bien entendu, d'autres que moins. Mais en fait, puis même ça s'est traduit, puis ça se traduit encore aujourd'hui. Si je suis devant une classe, ben, j'enseigne aussi, mais si je suis devant une classe puis j'écoute un prof, s'il n'est pas intéressant, ça va prendre 2 minutes, je vais dormir. Si le prof est intéressant, il va me captiver, puis tu sais... Il faut que l'autorité soit compétente pour que tu la respectes. Oui, certainement. Oui, ça c'est sûr. Tu as ta propre compas interne pour décider ce qui n'est pas acceptable. Bien, selon mes valeurs. Si moi, je trouve que si ça sort de mes valeurs et que je suis capable de rentrer mes valeurs là-dedans, bien, je vais le faire. Puis on s'imagine à l'époque, c'était peut-être moins accepté de contester l'autorité ouvertement. Non, oui. Mais nous, notre génération à Trois-Pistoles, on est pas mal la dernière génération à s'être fait enseigner par les sœurs. Il y avait encore des sœurs qui enseignaient à l'école quand nous, on était jeunes à l'école ici. Tu pouvais bien contester la morale ambiante. Mais c'était sur la fin. Là. Il y avait, les sœurs prenaient leur retraite une après l'autre, mais on a quand même eu une couple de professeurs avec le cadre strict religieux jusqu'en 6e année, à peu près. Puis avec cette attitude rebelle-là, contestataire, qui ne se laisse pas berner, j'imagine que c'est là que le tempérament était bouillant pour rejoindre le rap, qui allait devenir plus tard un mode d'expression de toi. Oui. Bien, le rap, ça a été vraiment une découverte pour la poésie, en fait, pour les textes, j'aime jouer avec les mots, j'aime quand des bons jeux de mots sont faits. Et dans le rap, il y en a beaucoup. C'est sûr que la mélodie, les tunes, ça venait me toucher, ça venait me chercher. Fait que j'ai attaché à ça assez rapidement. Est-ce que c'était du rap français ou anglais en premier? En anglais en premier, parce que en fait, j'ai connu le rap à cause d'un ami anglophone qui était venu rester à Trois-Pistoles. Puis
c'est un peu par le biais de lui que j'ai commencé à connaître le rap. À quel âge? J'avais 11 ans. Ah oui, aussitôt que ça? Oui. OK. Ah ouais, à 12 ans, j'ai écrit mon premier rap à peu près. Là. OK. Puis par rapport à ça, justement, je me demandais, ça a été quand ton premier show, ta première prestation de rap devant un public? Ça a été secondaire en spectacle à l'école polyvalente à Trois-Pistoles. Puis, écoute, à cette époque-là, dans les années 90, là, fin 90, à Trois-Pistoles, le rap, c'était... Ça existait Ça n'existait pas, là. C'était Metallica, Pantera. Je pense que Loco Loca, ça n'existait même pas. Ça n'existait pas encore, non. Non, il n'y avait pas de rap français. Il n'y avait pas de rap québécois non plus, encore. Ça commençait. Et puis, j'avais fait une chanson pour... Je me demande si c'est pas pour un de mes amis qui s'était suicidé, que j'avais fait une chanson pour lui. Ou sinon, c'était juste une autre chanson, un concours de secondaire en spectacle. Une chanson touchante ou... Oui, ben je veux dire, c'était mes premières chansons, c'était pas les meilleures, là. Mais c'est correct, il faut que... faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part. Mais ce que je me souviens de ce spectacle-là, c'est que quand j'ai terminé, la salle huait, parce que c'était tous des métalleux. OK, ouais. Puis quand je suis sorti de là en faisant huer, j'aurais pu ressortir de là en braillant, puis dire... Quelle honte! Mais je suis sorti de là en me disant, ouais, checkez-moi, va revenir la prochaine fois. Mm-hmm. Fait que j'ai toujours encore une fois dans l'esprit de contestation pour faire valoir mes valeurs. Tu redoubles d'efforts dans l'adversité. Oui, certainement. Certainement. Tu veux avoir le dernier mot. Tu sais que ça peut être bon du rap, fait que tu es revenu avec d'autres morceaux plus tard. Puis, tu as réussi à conquérir le public plutôt jeune, genre avant la vingtaine, tu avais déjà comme une bonne solidité? Quand je suis 20 ans, 20-21, c'est là que je suis rentré en studio pour la première fois pour enregistrer des tunes. J'étais à Toronto. Puis après ça, j'ai commencé à enregistrer des tunes. J'ai commencé à faire des shows plus fréquemment à Trois-Pistoles, à la Forge. Les premières parties... toutes les bandes de rap qui sont venues à Trois-Pistoles, j'étais quasiment tout le temps moi la première partie. Mm-hmm. Tu sais, j'ai fait Kodiak, Valère, Radio, Loco Locas. Quand ils sont venus dans la région? Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Quand même. Des grosses pointures, là. Ouais, puis là, le 12 mars, je fais la première partie de Manu Militari à Rimouski. Wow. À Saltellus. Est-ce que tu as déjà parlé à Manu Militari? Non, mais c'est un de mes rappeurs préférés. Fait que ça va être un honneur pour moi d'ouvrir pour lui. C'est le fun qu'on te donne en référence à Manu aussi, puis que Manu voit ton dossier et t'approuve, parce que c'est quand même un grand nom. Mm-hmm. Mais sinon, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que ton père, Jean-Pierre Rioux, a été maire de la ville pendant 15 ans. 20. 20? Ouais, OK. Bon, au moins 20. C'est sur Wikipédia que j'avais vu, alors tu as sûrement plus raison que moi. Là, il a été de 2000, il me semble que c'est 2002 à 2021. Fait que 19-20 ans. Là. Une grande longévité, même en termes municipaux. Oui. Donc, je me demandais, ça a été comment avoir ton père politicien, maire de la ville, puis de grandir dans une ville où est-ce que tout le monde se parle, puis tout le monde peut t'associer à ton père facilement. Donc, ça a été comment gérer ça? Ben, en fait, ça a eu des avantages et des inconvénients, si on veut. Mon père était comme reconnu puis respecté. Fait que, c'est déjà arrivé que dans mes années d'adolescence, de bombe. Excuse-moi, c'est à quel âge que toi tu avais quand ton père est devenu maire la première fois? J'avais 2010. 18, 19, 20, okay, 18. Dans ce coin-là. Mais c'est parce qu'avant ça, il était conseiller municipal aussi pendant... OK. En fait, pratiquement toute ta vie, tu l'as vu être un politicien, non? Ouais. OK. Puis c'était sûrement genre à être 24 heures sur 24 disponible pour parler avec le monde. Ouais. Le monde débarquait chez nous à la maison, n'importe quand, pour venir jaser de n'importe quoi. Puis ça t'a... voir ton père comme ça toute ta vie, ça t'a appris quoi très tôt sur le pouvoir? Qu'est-ce que tu as pu, dans la gestion du pouvoir, qu'est-ce qui t'a frappé puis qu'est-ce qui t'a appris pour le futur aujourd'hui? Ben, en fait, une chose que j'ai appris, c'est probablement l'aisance de parler en public,
d'être capable de livrer des messages sans être stressé, sans m'écrire une note. Ça, c'est juste en regardant ton père, ça t'a inspiré? C'est un grand orateur. Jean-Pierre, il parle très bien, fait que si tu veux pas, j'étais avec lui, puis je l'écoute parler, fait que moi, mes capacités d'orateur sont développées avec la pomme tombe mon jamais modèle. bien loin de Exact. l'arbre. Ouais. Mais sinon, par rapport au pouvoir, c'est que mon père il est politisé, puis il m'a toujours dit la politique municipale, c'est la plus importante parce que c'est elle qui aime. C'est le palier de politique où tu as le plus d'accès pour voir des changements réels dans ta vie. Puis, tu peux chialer contre les politiciens, mais si tu n'offres pas de solution, ben ça sert. T'es pas mieux. Donc, si tu veux changer les choses, ben, implique-toi. Fait que tu vas pas changer les choses en étant un bystander, en regardant passer la locomotive. Tu vas être dedans, puis tu vas faire avancer. Plus jeune, tu as sûrement amené à porter tes critiques plus loin, à approfondir ta réflexion pour justement proposer quelque chose et non pas juste à émettre de la contestation. Je suppose. Mais parce que tu es passé de quelqu'un de très contestataire et rebelle à quelqu'un qui s'engage plus à long terme dans les dossiers, j'ai l'impression. Oui, mais j'ai encore des... Je veux dire, quand le bateau a annoncé, menacé de fermer, j'ai contesté les décisions du gouvernement assez haut et fort, assez pour me le faire dire qu'il fallait que je me calme parce que ça aidait pas aux négociations entre le gouvernement et la traverse. Il trouvait que j'étais un peu trop bruyant. Ouais. Mais donc, je vais me battre dans des conditions où ça n'a pas de bon sens. J'ai encore cet esprit de contestation, de guerrier pour les choses. De héros d'une cause. Dans le sens que celui qui porte la cause et qui la donne à réussir. Mais justement, c'est quoi la cause qui t'a enflammé en premier, la première cause qui t'a poussé à t'engager politiquement, ou socialement? Je pense que mon engagement social il s'est fait avant tout par la musique, déjà en partant. OK. Je veux dire, ça a été ça, mes premiers engagements sociaux. C'est par là que l'implication passait. Puis après ça, je veux dire, il y avait l'éco-fête dans le temps, j'étais impliqué dans l'éco-fête. J'ai été impliqué même dans la construction du skatepark, pas le skatepark neuf, là, mais le vieux skatepark, le premier qu'il y a eu. OK. Ça, on était, moi, ma soeur, un de mes amis, on a monté un conseil d'administration, puis on avait un rêve d'avoir un skatepark, puis on s'est rendu jusqu'au bout de nos rêves. Un peu dans le style action directe. Ouais. À cette époque-là, tu ne voulais pas nécessairement rentrer dans le cadre établi, mais tu voulais quand même que ça avance. Oui, en fait, puis ça, c'est une force, je pense, des gens qui vivent à Trois-Pistoles, c'est que si les gens ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils vont le créer. J'ai déjà entendu ça. Oui, il y a Robert de la Buvette qui m'avait déjà dit ça. Oui, les gens ici, mettons, OK, j'arrive de la ville, puis là, moi, il n'y a pas de cours de judo. Mais moi, je fais du judo. Bien, cette personne-là, elle va probablement, si elle veut continuer à faire du judo, elle va s'entraîner puis devenir pour peut-être être capable de donner des cours de judo pour en offrir à la population. Si tu arrives, tu sais, comme au début, avant, il n'y avait pas d'atelier de danse. Sarah est arrivée, elle a commencé à faire de la danse. Donc, tout le monde arrive ici avec une idée en tête, puis il va la concrétiser. Je pense que c'est une force des Pistolois de pouvoir penser un peu out of the box, puis de répondre à nos propres besoins par nous-mêmes. En fait. Puis aussi, on sent qu'il y a de la place pour justement faire émerger plus des projets diversifiés dans la ville aussi, comme là, il y a le potentiel de lancer quelque chose, puis les gens répondent à l'appel. Mais sinon, moi, je dirais dans une autre direction, c'est pour ton poste de capitaine de bateau. Oui.
Je me demandais, c'est quoi qui t'a attiré dans le transport maritime? C'est quoi qui t'a fait prendre la décision de t'engager dans cette voie-là? Bien, en fait, mon père était gardien de l'île aux Basques aussi pendant 32 ans. Mm-hmm. Fait que moi, à partir de l'âge de 8 ans, je passais tous mes étés sur l'eau, en bateau, aller-retour à l'île aux Basques, entre Trois-Pistoles, puis l'île. Mm-hmm. Fait que ça a été la piqûre de la mer. Ensuite, quand j'ai fini le secondaire, ça m'intéressait, mais parce que quand j'étais au secondaire, tout ce que je voulais, c'était faire du rap. Je voulais ma passion. Mm-hmm. Tu étais lancé pour devenir un rappeur professionnel. Oui, c'est ça. C'était ça mon but dans la vie. Puis, j'avais 16 ans quand j'ai fini le secondaire. Puis, fait que mon père, il comme dit, non, trouve-toi quelque chose à faire à l'école. Jusqu'à temps que tu aies 18 ans, tu vas aller à l'école. Fait que quand je suis fini secondaire, je voulais pas aller en navigation parce que le but, c'était de finir l'école le plus vite possible pour aller devenir un rappeur. Mm-hmm. Mais éventuellement, les années se sont passées, puis ma femme est tombée enceinte, puis là, j'ai eu un premier enfant. Puis là, j'ai fait « OK ». Le devoir familial t'a appelé. Là, il va falloir trouver une solution pour se sortir de la misère, parce que j'étais jeune. Un jeune rappeur qui n'avait pas encore percé. Ouais, un jeune rappeur qui n'a pas encore percé. Puis 2 enfants, je pense que tu as eu? Oui. D'un coup, là? Non, j'en ai eu un. Mon premier, il va avoir 21, puis ma deuxième, elle va avoir 7. Là. On a un bon écart entre les deux. Mais c'est ça, j'ai eu mon premier à 21 ans. Fait que là, ça a été, il fallu que je me casse, si on veut, là, que je me prenne en main un peu plus. Puis, c'était très simple. Là. Après ça, je savais que c'était là que je voulais aller. Fait que j'étais allé à l'Institut faire mon cours. Tu allais te retrouver à la mer comme tu étais souvent. Exactement. Ton élément. Je me suis retrouvé dans mon élément. Voilà. Mais puis, dans le fond, en fond, c'est une grande responsabilité, ça, être capitaine de bateau. On peut peut-être pas se l'imaginer, mais t'es en charge t'es responsable des vies qui sont sur le pont. Et donc, et en plus, tu gères la compagnie comme coordonnateur aussi. Donc, je me demandais, c'est quoi que ça t'a appris au niveau du leadership, de devoir gérer toutes ces choses-là? Comment ça t'a fait grandir dans ta manière de gérer les projets? En fait, moi, j'ai un style de leadership un peu collectif, si on veut. C'est que je vais amener les gens, je vais impliquer les gens dans le processus de prise de décision, si on veut. C'est sûr qu'il y a des décisions qu'on va prendre puis qu'on va trancher à quelque part, mais pour moi, c'est important que les gens comprennent le pourquoi du comment. Si on fait des changements, je vais pas juste faire des changements puis leur dire « OK, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça ». Pourquoi ces changements sont arrivés? Pour que les gens comprennent puis qu'ils se sentent impliqués dans le processus de changement. Puis ça va un peu dans mon leadership aussi. Je dis souvent, sur un bateau, tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Fait que si tu prends pas bien soin de ton équipe, même si tu as une super équipe de super-héros, si tu as une personne sur ton équipe qui est le maillon faible, bien, le jour que ça va craquer, ça va passer par là. Ouais. Puis, donc, c'est important pour moi d'avoir une équipe qui est soudée, compétente et qui me suit dans mes passions. Parce que j'ai aussi des idées un peu folles, des fois, pour le bateau. Là. C'était Wilson Henley pour les infos TCBH. Je vous dis à très bientôt et surtout, bravo pour l'urgence. On a bien travaillé, gang.